Salut à tous, c'est Val et je suis ravi de vous retrouver pour un second épisode de GeoFact. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'actualité géopolitique de la semaine du 9 au 15 mars inclus. Et il s'est passé énormément de choses cette semaine-là, entre le président russe Vladimir Poutine qui a littéralement disparu des écrans de télévision, la guerre contre Boko Haram au Nigeria, les emmerdements liés au cessez-le-feu en Ukraine et la guerre civile syrienne. On a tous le sentiment que cette foutue planète est complètement partie en sucette. Et ça, Val, bah ça le fait marrer. Ouais. Moi aussi remarque. Et c'est pour ça qu'à GeoFact, on a décidé qu'on allait pas parler de tout ça. Aujourd'hui, j'avais plutôt envie d'évoquer un petit fait divers de l'actualité internationale afin d'évoquer des sujets plus généraux. J'aimerais ainsi parler d'une interview donnée par Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, à un journal allemand, le Welt am Sonntag. Dans cette interview, il dit, je cite, « L'image de l'Union européenne souffert de façon drastique à l'international. Il semble que nous ne soyons pas pris au sérieux. » Non, sans blague. On ne créerait pas une armée européenne pour l'utiliser immédiatement, mais une armée commune à tous les Européens ferait comprendre aux Russes que nous sommes sérieux quand il s'agit de défendre les valeurs de l'Union. Alors que signifie cette déclaration? Que pèse l'Europe dans la balance face aux autres puissances militaires internationales? Où en sommes-nous en matière de défense européenne? Ce chantier, au fond, est-il réalisable? C'est tout ce que nous allons voir aujourd'hui dans GeoFacts. Dans le monde d'aujourd'hui, les 10 plus grandes puissances militaires, selon le site spécialisé Global Firepower, sont les suivantes. Il utilise, pour réaliser son classement, plus d'une cinquantaine de facteurs, dont le budget consacré à l'armement, le nombre de soldats de métier, la quantité de matériel à disposition dans le pays, mais également des facteurs qui peuvent sembler moins apparents, comme par exemple la main-d'œuvre disponible ou l'efficacité de l'industrie nationale. Parmi ces 10 puissances, les 3 premières sont bien sûr les États-Unis, la Russie et la Chine. Les puissances européennes, telles que le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, occupent respectivement les 5e, 6e et 7e positions. Mais l'Union européenne, dans son ensemble, compterait au total 1,45 million de soldats, dont seulement un tiers est réellement mobilisable. Les autres, ils servent à balayer les cours des casernes. Elle doit être bien propre. Pour autant, on ne peut simplement comparer les puissances militaires avec des stats. Il faut également s'intéresser à la capacité d'action de ces troupes dans le cadre de guerres modernes. Car la guerre moderne a évolué, elle ne se trouve désormais plus sur le territoire national. Les intérêts et enjeux des nations se sont en effet déplacés loin de ce dernier. Pour pouvoir intervenir dans le cadre de ces conflits, il faut donc être en mesure de déployer des forces sur les autres continents. Ainsi, la nation avec la plus forte capacité d'action internationale reste, loin devant toutes les autres, les États-Unis. En effet, on dit souvent qu'en cas de crise militaire internationale, la première question que pose le président américain à ses conseillers militaires est « Where are the carriers ?» Où sont les porte-avions? Il n'y a que 2 autres pays dans le monde dans lesquels le président puisse poser la même question. La France, avec le Charles de Gaulle et ses 4 porte-hélicoptères de classe Mistral, et d'ici 2018, les Anglais, qui seront également dotés de 2 porte-avions. En fait, techniquement, il n'y en a qu'un seul. Parce qu'en France, il y a un président, mais en Grande-Bretagne, c'est une monarchie. Il n'y a pas de président. Donc en fait, celui qui pose la question, c'est le Premier ministre. Ou la reine. Mais les États-Unis et la France sont les 2 seules nations au monde à disposer d'autant de bases un peu partout dans le monde et d'un tel contingent déployé dans les pays étrangers. La France déploie ainsi un peu plus de 10 000 hommes à travers le globe au sein des bases de Guyane, des îles Kerguelen, de Nouvelle-Calédonie ou encore de Djibouti en mer Rouge. Mais cela reste une goutte d'eau comparé au déploiement américain à travers la planète. L'enjeu de créer une armée européenne sera bien sûr de pouvoir disposer d'une véritable crédibilité militaire à l'international vis-à-vis des Russes, d'un côté, mais elle ne saurait non plus exister sans une capacité de projection à l'étranger qui lui permette d'intervenir sur tous les pays du globe, de l'autre côté. Qu'en est-il donc? Le projet de création d'une armée européenne n'est pas neuf, il remonte à 1950, avec le projet de création d'une communauté européenne de défense. Une armée commune pour faire face aux Russes. Comme quoi les enjeux ont peu évolué. Mais ce projet fut avorté en 1954 avec la mort de Staline, qui rendait moins présente la menace orientale et l'opposition farouche à ce projet des communistes et des gaullistes au Parlement français. On remplaça donc la CED par l'Union de l'Europe occidentale, qui devait durer 50 ans, et fut dissoute à son terme pour être remplacée par la PSDC, la politique de sécurité et de défense commune. Ces organisations prévoyaient des structures de commandement intégrées, c'est-à-dire fusionnées, et des opérations communes des forces armées de l'Union. Plusieurs tentatives prévoyaient également de créer des armes communes, la brigade franco-allemande par exemple, mais toutes se heurtèrent au même problème, les barrières liées à la langue et aux doctrines d'engagement. Pour autant, depuis, les armées européennes ont appris à travailler ensemble, au sein notamment de l'OTAN et des Battlegrounds, les groupes de combat nationaux, mis à disposition de l'Union.
L'anglais est devenu langue de travail entre les officiers, et l'uniformisation des doctrines militaires et du matériel, afin qu'ils soient compatibles avec les exigences de l'OTAN, ont permis aux armées européennes d'être réellement interdépendantes. Quand Jean-Claude Juncker parle de créer une armée européenne, il ne parle donc pas de créer un énième organe de coopération militaire. Ça existe déjà. Il parle bien sûr de créer une armée avec des régiments et des divisions directement aux ordres de l'Union européenne. Selon lui, cette armée permettrait de peser plus lourd face aux Américains, de disposer d'une vraie diplomatie européenne, de renforcer l'unité de l'Union et de fédérer les peuples européens. Reste une question de taille. Le projet de cette armée européenne reste irréalisable sans le soutien des Américains. Et elle doit recevoir l'aval de l'ensemble des nations européennes. Alors qu'en pensent-elles, ces nations européennes? Alors les Allemands, ils ont dit « Ya », mais plus tard. Et les Français, ils ont répondu « Ouais, mais il faudrait d'abord que les autres se sortent quand même les doigts du cul. Hein. » Et quant aux Américains, eh ben, les Américains... ils ragent. Putain d'Européens, va encore falloir qu'on s'occupe de tout. Et ils ont raison de rager, les Américains. En effet, contrairement à une idée reçue, le citoyen américain moyen est profondément isolationniste. En témoignent les réactions du peuple aux guerres d'Irak et plutôt du Vietnam. L'Américain moyen n'aime pas savoir que ses boys sont partis se battre à l'autre bout du globe. Et quand on regarde l'ampleur du dispositif américain en Europe, on comprend pourquoi. L'armée américaine est la seule véritable garante de la sécurité de l'Union. Les forces américaines déployées en Europe se chiffraient à peu près à 400 000 soldats pendant les grandes années de la guerre froide. Aujourd'hui, ces effectifs se chiffrent à 80 000 hommes. Et avec la chute des régimes communistes, la menace sur l'Europe se fait moins pressante. Et il devrait donc encore diminuer pour se stabiliser à 67 000 hommes en 2019. Mais dans l'ensemble, le message est clair. Screw you guys, I'm going home. But Carmen, we're trying to... screw you guys, home. Donc vous voyez, sur les 1,5 million de soldats américains, il y en a 80 000 qui protègent vos petits culs. C'est plus que tout ce que l'armée française pourrait mobiliser en cas de crise majeure, et ça représente plusieurs milliards de dollars que le contribuable européen ne paie pas. Parce que la protection américaine, c'est plus confortable. Les Américains formulent donc des demandes répétées pour que l'Union européenne assure elle-même la sécurité de ses intérêts à travers le monde et se dote de forces militaires conséquentes en relation avec son poids économique, politique et démographique. Car le contribuable américain en a plus qu'assez de payer pour la sécurité du contribuable européen. Puis en plus, il le connaît même pas. L'Américain moyen, il sait à peine placer Paris sur une carte, il est persuadé que de dangereux islamistes radicaux appliquent la charia dans le 93, et il se pense que Cannes se trouve en Espagne. La création de cette armée européenne ne poserait donc aucun problème aux Américains. Ils l'accueilleraient même à bras ouverts pour deux raisons. D'abord, elle leur permettrait de réduire leur déploiement militaire en Europe, voire, à terme, de se replier totalement de la région. Mais elle leur permettrait aussi de passer de juteux contrats avec les entreprises d'armement européennes et de vendre du matériel moderne pour équiper cette armée. Alors à présent, voyons ce qu'en pensent les autres nations européennes. A priori, le principal soutien de cette armée serait justement l'Allemagne, qui envisage depuis longtemps de se réarmer de manière plus ambitieuse. Mais le traumatisme qu'a laissé la Seconde Guerre mondiale en Europe vis-à-vis des Allemands, et celui qu'il a laissé sur les Allemands eux-mêmes, fait que beaucoup de gens, aujourd'hui encore, s'inquiètent de voir l'Allemagne se doter de nouveau d'une armée qui leur servirait d'arme de puissance. Aussi, pour l'Allemagne, une politique de réarmement passerait par l'établissement d'une armée européenne. Et la réponse allemande à la suggestion de Jean-Claude Juncker est donc peut-être davantage à prendre comme une manière de signifier à la Commission que l'Union européenne a en réalité d'autres problèmes. Genre, au hasard, une crise économique. Les petits États européens pourraient également regarder cette proposition d'un œil favorable. Il manque souvent de moyens militaires, et cette armée européenne pourrait être une structure d'exercice de leur puissance, donc de renforcement de leur influence dans le monde, et par extension, de leurs intérêts à l'étranger. Les seuls que cette armée dérange en fait, ce sont les Français et les Anglais. Les Français d'abord, parce qu'ils se sont depuis longtemps dotés d'une armée adaptée aux nouveaux enjeux mondiaux, et qu'à ce jour elle suffit parfaitement à défendre leurs intérêts nationaux. Qui plus est, la fierté militaire française est ancienne, et abandonner cette fonction régalienne n'a jamais été foncièrement dans la tradition gaulliste, désormais bien implantée dans la Ve République. En plus, nous, les Français, nous avons la prétention de croire que nous pourrions être les protecteurs de l'Europe. Et c'est vieux! Ça date de Napoléon! D'ailleurs, quand notre ministre de la Défense, M. Le Drian, râle parce que les autres Européens ne s'engagent pas en matière de défense et font rien, parce que c'est des glandus et tout ça, machin, ouais, ils travaillent pas, il oublie quand même de préciser un petit truc. Hein. C'est que si on demande aux Européens de nous donner des soldats pour aller faire des opérations, à aucun moment on envisage de leur céder le commandement des dites opérations. Ça vous rappelle pas quelqu'un ?
Pour autant, le désir des Français de participer davantage aux structures de commandement intégrées de l'OTAN pourrait favoriser l'émergence de ce projet, car il semble que les États-Unis ne soient pas prêts à partager l'OTAN avec une autre puissance qu'une puissance européenne. Pour autant, même là, il faudrait que les Français se rappellent que cette armée sera européenne. Quant aux Anglais, nous les Français on aime bien leur reprocher tout ce qui ne marche pas en Europe. En oubliant un peu, quand même, qu'on est en partie responsable d'un paquet de problèmes européens. Mais on peut pas avoir tort. C'est pas possible. Parce qu'on est français. Les Anglais, en fait, ça fait longtemps qu'ils défendent l'idée que l'Europe doit rester un grand marché, une grande zone de libre-échange. Parce qu'ils sont très bien dans leur île, et qu'ils ont bien l'intention d'y rester. Les Anglais peuvent déjà compter sur le partenariat stratégique renforcé avec les États-Unis qu'ils ont en matière de défense. Ils peuvent s'appuyer sur le Commonwealth pour appuyer leur rayonnement politique. Et ils ont la City, la première et la plus grande des places financières au monde. Donc l'Union Européenne, en fait, s'en fiche un peu. C'est plus une contrainte qu'autre chose. Mais ça les embêterait beaucoup de la voir s'unir sans eux. Parce que cela affaiblirait automatiquement très fortement leur position dans la région et dans l'Atlantique Nord, et réduirait de facto leur puissance réelle. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc au final, comment faut-il la prendre, cette proposition de M. Juncker? D'abord, très probablement comme une proposition des Allemands, qui considèrent que cette question est une vraie question d'avenir, et que la création d'une fédération européenne s'imposera à nos enfants ou à nos petits-enfants. Ensuite, comme un premier pavé dans la mare, qui restera cependant probablement lettre morte, vu comment les médias et les politiques français s'en badigeonnent le nombril avec un pinceau à beurre. Mais cela peut se comprendre, car la grande peur des milieux militaires français est en effet que la France ne finisse par porter seule ce projet d'armée européenne. Car n'en déplaise à nos voisins, cette armée européenne, si elle veut exister, devra être une armée axée sur la projection. Et la France et l'Angleterre sont aujourd'hui en Europe les deux seuls pays à disposer d'une expérience en la matière. Pour autant, ce qui risque en fait de manquer à cette armée européenne, c'est la volonté politique de la créer. Car les fiertés nationales ont la rancune tenace en Europe. Et à l'heure actuelle, en droit européen, envoyer cette armée à l'international impliquerait un vote favorable des 28 parlements des 28 États membres de l'Union européenne. Impensable. Il faudrait donc modifier les traités. Et cela, c'est encore une autre histoire. C'est donc la fin de ce deuxième épisode de GeoFacts. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne traiter que d'un sujet. Et quel sujet? C'était ambitieux, difficile à synthétiser, et je n'ai pas réussi à faire plus court. J'ai tenté plutôt de m'en tenir à mes sacro-saintes 10 minutes, et j'ai donc décidé de sacrifier le second sujet. Et puis c'était aussi quelque chose dont j'avais envie de vous parler. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la page Facebook, de me laisser un petit commentaire ou d'appuyer sur le pouce vert. C'est plus facile, et ça ne coûte qu'un clic. N'oubliez pas que le meilleur moyen de me soutenir, c'est aussi tout simplement de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. L'heure est donc venue de nous quitter, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à la semaine prochaine si vous le voulez bien.